Bonjour, soyez tous et toutes les bienvenus, vous qui vous apprêtez à assister à la 5e séance de la séquence 7 du programme d'histoire de la classe de 4e, consacrée aux relations ô combien complexes et compliquées entre la France révolutionnaire, puis impériale, et l'Europe, c'est-à-dire entre 1792 et 1815. La dernière fois, nous avons vu ensemble que l'Europe a subi, particulièrement entre les années 1805 et 1812, une domination toujours plus étouffante imposée par la France impériale, celle de Napoléon Ier, à coups de guerre victorieuse pour la France, à coups de blocus continental, etc. etc. Donc nous allons voir aujourd'hui que cette domination française avait aussi pour but de permettre l'exportation en Europe des idéaux de la Révolution française de 1789. Grand E, la Révolution française exportée en Europe, et la question du jour, la problématique de la séance sera la suivante: comment et pourquoi la France républicaine puis impériale cherche-t-elle à exporter les idéaux de la Révolution en Europe? Alors tout d'abord, un bref rappel de la situation géopolitique de notre séquence. Avec la carte de 1812, je vous rappelle que la France a imposé sa présence et sa domination sur la quasi-totalité des pays qui forment le continent européen, et que la France est chez elle en particulier dans ce que l'on appelle les États vassaux. Sur votre carte, il est écrit dans la légende États sous protectorat. Ce sont les États en vert pomme qui entourent le territoire de l'Empire français. Et donc c'est au cœur de ces territoires-là, c'est-à-dire on peut les nommer le Grand-Duché de Varsovie à l'est, les États, les nombreux États allemands de la Confédération du Rhin qui a pris la suite en 1800 du Saint-Empire romain germanique, mais aussi la Confédération helvétique, la Suisse si vous préférez, mais aussi les royaumes d'Italie et de Naples, mais aussi le royaume d'Espagne. Donc tous ces États-là auxquels il faut rajouter les territoires qui ont été directement intégrés par la France à son empire, mais qui ne sont pas nécessairement peuplés de Français. Je pense en particulier à la Hollande, mais aussi aux États de l'Église qui sont en plein cœur de la péninsule italienne. Donc tous ces territoires-là vont être concernés par notre étude. Ça représente quand même une bonne partie du continent européen et une bonne partie de la population de l'époque. Alors cette idée, cette ambition, ce projet d'exporter les idéaux révolutionnaires à l'Europe, ça ne remonte pas à Napoléon, ni même à Bonaparte. En réalité, il faut chercher les racines de cette volonté de propager, de contaminer, si je puis dire, l'Europe. Il faut la chercher dès 1792, c'est-à-dire au moment où Louis XVI est encore pour quelques mois roi des Français, à une époque où la Révolution n'a pas encore basculé dans une situation de non-retour avec la déchéance, la chute, si vous préférez, de la royauté, la proclamation de la République, au moment exact, c'est-à-dire le 20 avril 1792, où
la France va déclarer la guerre à l'Empire d'Autriche et à son allié le Royaume de Prusse. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une question de survie pour la Révolution. La Révolution doit dépasser, déborder ses frontières, les frontières de la France, sinon elle risque de ne pas survivre parce qu'à l'époque, la France est entourée par des monarchies absolues. Et que ces monarchies absolues risquent fort, et c'est ce qui arrivera d'ailleurs, dès 1793, risquent fort de s'allier, de s'associer contre l'ennemi commun qu'est la Révolution française, et c'est ce qu'on appellera la première coalition. Et il est vrai que si la France doit résister seule à l'ensemble du continent européen, la situation risque de se gâter considérablement pour la Révolution française. Et c'est pour ça que, alors même que la France et la Révolution, la République vont se battre pour leur simple survie, l'Assemblée nationale, qu'on appellera la Convention, décrète le 15 septembre 1792, quelques jours avant le miracle de Valmy, qui va permettre de stopper définitivement les Prussiens et les Autrichiens qui sont en train d'envahir la France, quelques jours avant la proclamation de la Première République, eh bien, la Convention nationale décide, décrète, dans ce décret daté du 15 septembre 1792, ce qui suit. Article 1er. Dans les pays qui sont ou seront occupés par les armées de la République, les généraux proclameront sur le champ, c'est-à-dire immédiatement, au nom de la nation française, la souveraineté du peuple, l'abolition de la dîme, de la féodalité, des droits seigneuriaux et généralement de tous les privilèges. Article 2. Ils annonceront au peuple européen, peuple allemand, peuple italien, espagnol, qu'ils lui apportent paix, secours, fraternité, liberté et égalité. Alors ces quelques phrases sont quand même assez importantes et c'est pour ça que je veux qu'on les étudie ensemble parce que c'est quand même pas très banal comme déclaration. Parce que c'est pas véritablement une déclaration de guerre, bien au contraire, ça serait plutôt une déclaration d'amour. C'est-à-dire qu'à en croire les députés de l'Assemblée nationale, de la Convention, si les Français décident d'envahir, d'occuper, c'est le terme employé dans le texte, d'occuper leurs voisins, c'est finalement pour leur rendre service, pour leur apporter la paix. Alors ça c'est un peu paradoxal, hein, puisqu'on va utiliser l'arme de la guerre quand même, le secours, la fraternité, liberté, égalité, autrement dit, les bienfaits de la Révolution française, celle de 1789, celle qui est incarnée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui peut, je vous le rappelle, se résumer en deux mots, liberté et égalité, auquel on rajoute la fraternité, c'est-à-dire aimer l'autre, aimer l'étranger, l'italien, l'espagnol, l'allemand, comme s'il était son propre frère. Frère en révolution, frère en quête de liberté et d'égalité. Et tout simplement, si la France déclare la guerre à quelqu'un, ça n'est certainement pas au peuple européen à qui elle veut apporter tous les bienfaits de la révolution. Elle va par contre déclarer la guerre à ses vrais ennemis, et ses vrais ennemis, eh bien, ce sont les privilégiés, ce sont les monarques absolus d'Europe, c'est probablement les églises qui soutiennent les monarchies absolues, c'est-à-dire que en fait, les ennemis de la Révolution en France, eh bien, sont les mêmes dans le reste de l'Europe, et les armées françaises se proposent de libérer les Européens de tous ceux qui les privent de leur liberté et du droit à l'égalité. Parce que quand on veut abolir les droits seigneuriaux, quand on veut abolir les privilèges, quand on veut proclamer la souveraineté du peuple, au fond, on veut
très concrètement appliquer le programme des Lumières, des philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, à toute l'Europe. Et de fait, dans un premier temps, les peuples européens vont recevoir le message, si j'ose dire, 5 sur 5. La preuve, en une image, qui représente la plantation d'un arbre de la liberté. Alors ça, bon, je vous en ai peut-être pas parlé quand on a fait la Révolution française en France, parce que, bon, on peut pas parler de tout, c'est suffisamment riche et complexe comme cela, mais sachez qu'effectivement, très régulièrement, à l'occasion du 14 juillet par exemple, il arrivait que l'on plante symboliquement sur la place du village, dans les villes, que l'on plante un arbre de la liberté, parce que l'arbre c'est ce qui symbolise la vie, l'arbre c'est ce qui va grandir, donc il y a cette symbolique-là. Et un arbre de la liberté, bah, tout simplement parce que on le coiffe, alors comme vous pouvez le voir sur la gravure, hein, c'est pas un pot en terre cuite, hein, c'est un bonnet phrygien, le même bonnet que portera plus tard Marianne, symbole de la République et de la liberté. Et donc c'est une manière publique d'exprimer son amour de la liberté, de l'égalité, donc autrement dit de la Révolution française. Sauf que là on n'est pas en France, on est en Allemagne, on est en Rhénanie, c'est-à-dire sur la rive gauche du Rhin. On est en octobre 1792, donc on est à l'époque dans ce qu'on appelle encore pour quelques années le Saint-Empire, qui deviendra en 1800 la Confédération du Rhin. Bref, les Français, alors qui sont en uniforme bleu ou en uniforme rouge, vert, peu importe, enfin tous ceux qui portent un uniforme sont les Français, sont accueillis, comme vous pouvez le voir, de manière triomphale, par les locaux, les autochtones, c'est-à-dire les Mayenzais, les Allemands, qui les accueillent de manière très amicale, puisque vous les voyez en train de danser, hein, de faire une ronde, et vous voyez qu'il y a toute la population qui accueille fraternellement, avec beaucoup d'amitié, les soldats français, puisque vous avez aussi bien des hommes que des femmes, que des enfants. Hein, vous avez un enfant qui tient un panonceau qui proclame la liberté et l'égalité, c'est-à-dire tout ce que les Français sont censés apporter aux Européens. Vous avez même, je vous ferai remarquer, un moine. Pourtant, l'Église est plutôt considérée comme du côté de la monarchie absolue, mais là, c'est un moine qui visiblement, lui, a basculé du bon côté et qui participe à la farandole. Et il n'est pas interdit de penser d'ailleurs que ces gens-là sont en train de chanter soit la Marseillaise, soit la Carmagnole, la fameuse chanson révolutionnaire. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Et donc, véritablement, le message que les Européens vont être libérés par les Français, pardon, est en train véritablement de porter ses fruits. Et du coup, je vous laisse apprécier le contraste saisissant entre cette image du soldat français libérateur, l'ange, qui vient apporter sa miséricorde aux Européens, avec quasiment le même soldat, mais occupé à piller, à voler comme un bandit de grand chemin, les Européens. Donc là, c'est plus l'ange, c'est le démon. Eh ben oui, c'est ça le problème, c'est que les Français sont les deux à la fois. Ils sont les libérateurs, mais ils sont aussi les occupants. Tant que la première image s'impose davantage dans l'esprit des Européens, tout ira bien. À partir du moment où la deuxième image, celle des pillards, va s'imposer dans l'esprit des Allemands, des Italiens, des Espagnols, etc., eh bien, les choses vont se gâter.
Restons dans les États allemands, et restons dans les États allemands en compagnie, je vous gâte, hein, pas de n'importe qui, de Napoléon Ier, empereur des Français, qui envoie dans une lettre rédigée le 15 novembre 1807 ses instructions à son propre frère, Jérôme Bonaparte, qu'il vient de nommer, en toute simplicité, roi de Westphalie. Donc en 1807, le Saint-Empire a disparu, il a laissé la place à cette nouvelle construction politique, géopolitique que l'on appelle la Confédération du Rhin, qui a l'ambition de rassembler les Allemands dans une même confédération et surtout de les empêcher de subir l'influence soit de l'Autriche, soit de la Prusse. Napoléon préfère que les États allemands soient sous influence française. Et comme Napoléon pratique le népotisme, vous vous rappelez, hein, on en a parlé la dernière fois, le népotisme c'est le fait de placer au poste de responsabilité des membres de sa propre famille, eh bien Napoléon a nommé au nord-ouest de la Confédération du Rhin, à la frontière avec la Hollande, eh bien en Westphalie, il a nommé donc son frère Jérôme. Et quand vous allez découvrir avec moi le ton de la lettre, vous allez comprendre que ça n'est pas si simple que cela d'être aux ordres d'un frère comme Napoléon Ier, et que le ton de la lettre n'est pas très fraternel. Ce sont des ordres. Et Napoléon Ier impose ses ordres, et il entend bien que son frère les respecte, avec obligation de résultat. Ah, ça rigole pas tous les jours hein, chez les Napoléons. Mon frère, vous trouverez ci-joint la constitution de votre royaume. Vous devez la suivre fidèlement. N'écoutez point ceux qui vous disent que vos peuples, accoutumés à la servitude, autrement dit l'esclavage, recevront avec ingratitude vos bienfaits. Ce que désirent avec impatience les peuples d'Allemagne, c'est que les individus qui ne sont point nobles et qui ont des talents aient un égal droit à votre considération et aux emplois. Cette phrase-là, Voltaire l'a probablement écrite, il n'est pas le seul, et on peut la retrouver quasiment mot pour mot dans les différents cahiers de doléances du tiers-état, aussi bien des campagnes que des villes, du début de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est une remise en cause des privilèges obtenus par la naissance. C'est que toute espèce de servage soit entièrement abolie. Voilà bien des années que je mène les affaires de l'Europe, et j'ai eu lieu de me convaincre que les privilèges étaient contraires à l'opinion générale. Alors, c'est intéressant de constater que Napoléon Bonaparte, qui, je vous le rappelle, on l'a vu dans la séquence précédente centrée sur l'histoire du consulat et de l'Empire français, s'est déclaré l'ennemi de la Révolution. Hein. Il n'a pas cessé d'affirmer que la Révolution devait se finir. Il a été le fossoyeur de la Révolution. Sauf que dès qu'on parle des autres États, dès qu'on parle des Européens, alors là, Napoléon Ier prend les accents d'un Robespierre pour défendre, becs et ongles, les bienfaits de la Révolution auprès des Européens. C'est quand même un paradoxe. Poursuivons ensemble la lecture de la lettre adressée par Napoléon à son frère Jérôme. Les bienfaits du Code Napoléon, autrement dit le Code civil. L'établissement des jurys, c'est-à-dire les jurés populaires, ceux-là même qui
doivent décider de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé dans un tribunal. Ça, c'est une mesure qui a aussi été mise en place à la Révolution française et que Napoléon a conservée et a l'intention donc de donner aux Européens. Seront autant de caractères distincts de votre monarchie. Il faut que vos peuples jouissent d'une liberté, d'une égalité, d'un bien-être inconnu au peuple de la Germanie, au peuple allemand, mais quand on parle de Germanie, ça laisse entendre que ces braves Allemands sont un peu des barbares, sont un peu sous-développés, que justement il faut leur apporter les lumières de la civilisation, parce que les lumières de la Révolution, parce qu'eux-mêmes ne sont pas très éclairés. Et cette manière de gouverner sera une barrière bien plus puissante pour vous protéger de la Prusse que la protection de la France. Quel peuple voudrait retourner sous le gouvernement arbitraire prussien, c'est-à-dire sous la monarchie absolue prussienne, quand il aura goûté les bienfaits d'une administration sage et libérale? Les peuples d'Allemagne, ceux de France, d'Italie, d'Espagne, désirent l'égalité et veulent des idées libérales. Soyez roi constitutionnel, autrement dit, ne soyez pas un monarque absolu. Soyez un monarque constitutionnel comme Louis XVI a tenté de l'être entre 1790 et le 10 août 1792. Et c'est là que l'on comprend deux choses. Si Napoléon veut absolument exporter les idéaux révolutionnaires en Europe, c'est déjà sans doute pour en faire bénéficier les peuples européens, puisqu'il le dit, qu'il faut que les Allemands jouissent d'une liberté, d'une égalité, d'un bien-être jusque-là inconnu. Mais c'est aussi et surtout pour des questions de géopolitique, parce qu'encore une fois, la Confédération des États du Rhin, ce sont des États allemands qui sont faibles, qui sont émiettés, fragmentés, et qui sont sous influence. La question, encore une fois, est de savoir qui va soumettre ces États à son influence. Est-ce que ça va être le roi de Prusse? Est-ce que ça va être l'empereur d'Autriche? Ou est-ce que ça va être la France? Et Napoléon Ier souhaite évidemment que ce soit la France qui influence les États allemands. Et pour dégoûter les Allemands de toute influence prussienne, il le dit. Il faut jouer sur les contrastes entre la France et la Prusse. La France, c'est la liberté, c'est l'égalité. La Prusse, c'est la monarchie absolue, c'est l'arbitraire, autrement dit l'injustice. C'est les privilèges, les trois ordres. Bon. Donc si les Allemands ne sont pas stupides, ils vont choisir le mieux pour eux, c'est-à-dire la France. Mais au passage, et le dernier paragraphe est très évocateur à ce point de vue-là, au passage, ça veut dire aussi que Napoléon pense à la place des Européens. Il fait d'ailleurs plus que penser à leur place, il parle pour eux. Et le problème, c'est que Napoléon Ier, qui est le maître de l'Europe, se fait des illusions quand il se croit capable de penser à la place des Européens. Parce que ce que Napoléon ne comprend pas, c'est que on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Et c'est ce que Napoléon s'apprête à faire, le bonheur des gens malgré eux. Et vous comprendrez dès la prochaine séance que les Européens vont rejeter le Code civil, ils vont rejeter tout ce qui est français, parce que justement c'est français et que ça leur est imposé par des étrangers. Et ça, Napoléon ne parvient pas à comprendre que ce qui ressemble finalement à des paquets cadeaux déposés sous le sapin de Noël puisse être refusé par les Européens.
Et c'est ce qui va conduire à des guerres entre les Européens et la France. Nous avons vu dans le document précédent que Napoléon est très fier de son code civil et qu'il a donc souhaité le donner, entendez par là l'imposer, aux Européens. Et chose dite, chose faite, parce qu'avec Napoléon, les actes suivent très rapidement les paroles. Donc je vous propose, dans ce dernier document, de comparer les débuts, les premières pages de texte. Donc vous avez la version italienne, bon je ne vais pas tout lire, mais titolo preliminare, et puis la version française du Code civil, ou si vous préférez, du Code Napoléon. Donc, entrée en vigueur en France le 21 mars 1804, avant même que Napoléon ne soit véritablement proclamé empereur. Il était encore consul de la République française. Et puis ensuite, eh bien, le Code civil tel qu'il est proclamé dans le Royaume d'Italie en 1806 a, petit détail croustillant, le roi d'Italie n'a aucun problème à appliquer la volonté de Napoléon Ier, pour une raison toute bête, c'est que c'est la seule et même personne. Napoléon Ier est également roi d'Italie. Ça facilite les choses. Alors, je vais vous demander de me mettre sur pause le temps de faire ensemble, vous plutôt individuellement, le temps de faire votre exercice qui n'est pas très compliqué. Donc version italienne, version française, je pense que vous n'aurez pas de mal à distinguer laquelle est laquelle. Et ensuite, il faudra colorier les cases centrales. Alors elles se font ligne par ligne. Donc il y en a une qui correspond au texte de gauche, on la mettra en vert, c'est le texte italien, et puis en français, c'est le texte de droite, et donc il faudra mettre en rouge. Donc pour chaque ligne, un vert, un rouge. C'est pas hyper compliqué, donc allez-y, faites tranquillement l'exercice, et je vous donne rendez-vous pour la correction. Alors voici le corrigé d'un exercice qui ne restera pas, je pense, dans les annales comme l'exercice le plus difficile de l'année, loin s'en faut. Donc la version de gauche est évidemment la version en langue italienne, et l'on mesure bien quand on déchiffre le texte à quel point le français et l'italien sont des langues cousines issues du même berceau, et ce berceau c'est évidemment la langue latine. Donc ce texte en italien, entré en vigueur en 1806, qui est une adaptation du texte original français, dans un pays qui est une monarchie, le Royaume d'Italie, dont le monarque n'est d'ailleurs autre que Napoléon Ier lui-même, qui s'est fait couronner roi d'Italie le 26 mai 1805 dans sa bonne capitale de Milan. Et donc en face, fort logiquement, la version originale, le texte qui remonte, si je ne me trompe pas, à mars 1804, à l'époque où la France était encore une république, puisque Napoléon n'était encore, si j'ose dire, que Bonaparte, à l'époque où il était le premier consul. Voilà, donc à gauche la copie, à droite l'original. Et nous allons finir la séance par là où nous l'avons commencé, c'est-à-dire toujours avec la carte de l'Europe sous la domination française. Et comme vous pouvez le voir, les petits livres en vert qui parsèment la carte, c'est le figuré qui est choisi pour l'application du Code Napoléon, eh bien il n'y a pas de hasard, il y a une logique géographique, géopolitique.
c'est dans les États, encore une fois, vassaux, vassalisés, sous protectorat français, les États en vert pomme, que l'on va voir des tentatives d'application du Code Napoléon. Je dis bien des tentatives parce que le Code Napoléon va être parfois assez mal reçu. Donc il va être bien reçu dans le Grand-Duché de Varsovie, il va être bien reçu aussi dans les deux États italiens, Royaume d'Italie, Royaume de Naples. Par contre, les choses vont se gâter pour la Confédération du Rhin, pour la Confédération helvétique, et puis surtout, et nous verrons ça, nous verrons le pourquoi du comment la prochaine fois, particulièrement dans le Royaume d'Espagne. Par contre, j'attire votre attention que, bien évidemment, le Code civil napoléonien n'a pas été introduit dans la législation des États ennemis de la France, hein, ça va de soi, ni Royaume-Uni, ni Royaume de Portugal, ni même dans le Royaume de Suède, mais pas davantage non plus dans ces États qui sont considérés comme des États alliés de la France, mais qui en réalité ne sont pas alliés du tout, et qui n'attendent que la bonne occasion pour se défaire de l'influence française, de la domination française, et qui du coup n'appliquent pas du tout, c'est les monarchies absolues, elles ne vont pas appliquer les idées révolutionnaires françaises. Donc en tête de liste évidemment l'Empire de Russie, mais aussi l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse. Vous l'aurez compris, les États en jaune, ocre sur la carte. Voilà, on en a presque terminé avec la séance. Il nous reste à découvrir, à redécouvrir plus exactement le repère chronologique. Et oui, cette fois-ci il n'y en a qu'un, véritablement directement associé à la séance. 1806, le Code civil français est appliqué dans les États européens vassaux. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir ce qui constituera donc votre deuxième leçon hein, de la séquence, la révolution exportée en Europe, et on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de redécouvrir tout ce que nous venons de voir, en particulier tout ce qui a tourné autour du Code civil. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.